On continue avec la méthodologie, mais là, on va arrêter de se plaindre de la mauvaise méthodologie qui est utilisée dans bien des cas et commencer à réfléchir sur qu'est-ce que c'est une bonne méthodologie. Alors, quand on veut modéliser, on veut expliquer, on peut vouloir simplifier. Parce que, bon, qu'est-ce que c'est modéliser? On pourrait avoir une tonne de données et voilà, les données, ce sont les connaissances qu'on a. Alors, qu'est-ce que tu as observé? Ben voilà, je te donne mes données. Tout est là, il manque rien. J'ai rien effacé, j'ai rien enlevé. Tu as accès à toute la vérité que j'ai accumulée à travers mes expériences. Bon, la plupart du temps, la personne va dire, oui, mais bon, c'est quoi ta conclusion? Qu'est-ce que tu as observé, etc. Donc là, on veut expliquer, on veut simplifier, on veut compresser, parce que lorsqu'on va compresser d'un point de vue mathématique, c'est presque toujours parce qu'on va avoir obtenu des patrons. Hein? Lorsqu'on veut compresser un texte, par exemple, c'est que si on a un mot qui est très, très long et qui est répété très, très, très souvent, on va utiliser un code plus court pour le représenter, ce qui fait une compression. Alors, la compression, c'est souvent associé à une compréhension des données. On peut vouloir réduire, schématiser, on peut cartographier, formuler, etc. Tout ça, ça fait partie de la modélisation. Et donc, lorsqu'on veut modéliser les données, souvent, on va avoir les trois concepts qui suivent. Dans le cours, les définitions vont être données de cette façon-là. Et donc, on a les données, on a le modèle, qui est une formulation formelle, qui peut être mathématique, et on a la perte. Donc, la perte ici, vous allez voir, on va parfois parler de fonction de perte, mais la perte ici, c'est le prix à payer si on utilise le modèle plutôt que les valeurs observées. Et vous allez me dire, tu parles de l'erreur. Oui, dans bien des cas, c'est tout simplement une façon d'évaluer la probabilité d'erreur du modèle lorsque le modèle fait des prédictions. Mais on fait de la science des données et tout de suite, on va se rendre compte que toutes les erreurs n'ont pas la même valeur. Et donc, comme toutes les erreurs n'ont pas la même valeur, comme les choses ne sont pas toujours linéaires, etc., plutôt que de parler du pourcentage d'erreurs, on va parler de la perte, du coût à payer pour utiliser le modèle. Et le coût à payer pour utiliser le modèle pourrait spécifier que lorsque vous oubliez de diagnostiquer quelqu'un avec une maladie grave, mais qui peut être traité, le coût est énorme. Mais que si vous diagnostiquez comme positif quelqu'un qui ne le serait pas, dans certains contextes, le coût pourrait être, lui, beaucoup moindre. OK? Et lorsqu'on veut modéliser, il va falloir finalement faire un choix de modèle. Et dans un choix de modèle, on va avoir, il y a toutes sortes de choses qui doivent être décidées, mais souvent, ce qu'on va vouloir, c'est qu'un paquet de trucs du modèle soit calculé, et même, on va dire, ce sont des hyperparamètres qui vont être, sont des paramètres qui vont être appris. Et évidemment, je vais aller plus loin. Là, ici, le mot famille, hyperparamètres et paramètres ne sont pas donnés comme des définitions, mais la famille, ça va être finalement, quel genre de modèle tu utilises? Les hyperparamètres, ça pourrait être des choix importants, par exemple, le degré d'un polynôme, et les paramètres, ça va être les aspects, finalement, qui sont bien, bien, bien spécifiques à nos données. Un exemple, parce que tout ça paraissait un peu étrange, on a une série de points ici qui sont en bleu.
et on a une courbe qui est en vert. La courbe en vert, c'est la réalité qu'on veut modéliser. Mais comme vous voyez, les points en bleu, c'est la réalité qu'on a observée. Bon, pourquoi? Ben, peut-être parce qu'il y a des erreurs d'observation. Mais grosso modo, les erreurs d'observation, ça va surtout être en général causé par le fait qu'on ne mesure pas vraiment exactement ce qu'on veut mesurer. Mais bon, ici, ce qu'on voudrait, c'est essayer d'avoir un modèle qui explique les points qui sont là. Et les 4 modèles que vous voyez ici, ce sont des polynômes, donc des courbes polynomiales. Une courbe polynomiale de degré 0, en haut à gauche, ça va être finalement la moyenne. Donc, on va avoir ici, dans ce cas-là, la moyenne. On va considérer une certaine fonction de perte et ça nous donne la moyenne. Et on va avoir que finalement, la moyenne est autour de 0. On peut avoir un modèle plus complexe. Et ici, bon, le premier modèle, la moyenne, c'est un paramètre. Et le degré qu'on a choisi d'être 0, ce serait un hyperparamètre. Et la famille, ce serait les polynômes. Et donc là, on a degré 1. Donc, le polynôme de degré 1, ça va être une droite. Quelle est la meilleure droite qui explique les points qui sont là? Je vous épargne les détails mathématiques qui ont été utilisés ou supposés pour arriver à cette droite, mais on a une droite. L'hyperparamètre, c'est degré 1 et la droite va être définie par 2 nombres qui sont calculés ou souvent, on va dire qu'ils sont appris à partir des données. Lorsqu'on arrive à un degré 3, pour le polynôme, tout de suite, vous voyez qu'en bas à gauche, que les valeurs qu'on obtient en termes de modèle, qui est la courbe rouge, sont beaucoup plus proches que les 2 modèles précédents. Et donc, on a un modèle qui est plus compliqué. Avec un degré 3, on va avoir 4 paramètres. Et on a un modèle qui n'est pas parfait, mais qui paraît assez bien. Et là, on pourrait penser que si on veut avoir un modèle de plus en plus complexe, on va se rapprocher de plus en plus de la réalité et c'est totalement faux. C'est un gros problème en sciences, mais heureusement, ce n'est pas un problème en sciences des données. Parce qu'en sciences des données, le surapprentissage, c'est tellement grave, c'est tellement important à cause de la puissance des outils qu'on utilise que tout le monde en tient compte. Et donc là, peut-être que pour vous, c'est la première fois que vous entendez parler de ce concept. Si on utilise un modèle qui est trop compliqué, on va complètement halluciner des choses qui n'existent absolument pas. Et ici, comme on a relativement peu de points, si on prend un polynôme de degré 9, on va réussir à expliquer parfaitement les données observées. Le polynôme donne toujours exactement la même réponse que ce qu'on a observé, mais c'est assez évident ici que le polynôme est assez loin de la réalité de ce qu'on voudrait modéliser au niveau de la courbe verte. Et une bonne façon de comprendre le surapprentissage, c'est que on ne veut pas expliquer les données du passé. Normalement, on veut faire des prédictions ou avoir des explications. Et ici, si on veut faire des prédictions, on va avoir de très mauvaises performances. Évidemment, vous allez voir, on va voir dans le cours toutes sortes de techniques pour adresser ces choses-là. Donc, j'en ai parlé. On a une famille qui est l'ensemble des polynômes. On a des hyperparamètres ici qui sont le degré du polynôme. On a des paramètres qui sont les coefficients du polynôme et on a une fonction de perte qui serait, par exemple, c'est ce qui a été choisi ici, minimiser l'erreur au carré. Le surapprentissage, c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement dommageable. Il y a des exemples historiques intéressants. Au début des réseaux de neurones, au début des réseaux de neurones, là, dans certains cas, le réseau, c'était un seul neurone, donc il ne faut pas non plus
s'énerver un peu trop qu'à l'époque, le résultat était assez médiocre, même si aujourd'hui, c'est l'approche vraiment qui est en train de révolutionner notre façon de vivre. Mais bon, si je trouve la référence, je la mettrai en note sur la page du cours, mais on avait des images et on voulait entraîner un réseau neuronal pour détecter si oui ou non il y avait un tank, des photos aériennes, si oui ou non il y avait un tank dans les données. Et ce qui s'est passé, c'est que le système était vraiment très, très bon. Évidemment, il était très, très bon sur les données d'apprentissage. Il avait fait du surapprentissage parce que les données avaient été faites de la façon suivante. Malheureusement, les photos où il y avait des tanks avaient été faites, je pense, dans un environnement un peu plus nuageux. Et les photos où il n'y avait pas de tanks dans un environnement un peu plus clair. De toute façon, l'idée, c'est que le réseau de neurones a appris simplement à regarder si l'image était foncée ou claire. Et donc, il n'y avait absolument aucune capacité de généralisation. Quand on a essayé de tester ça sur des données à l'extérieur, ça n'a pas marché, mais vraiment pas du tout. Et donc, on va avoir un sous-apprentissage si notre modèle n'est pas assez fort, une bonne généralisation si notre modèle est bien ajusté et un surapprentissage si notre modèle est trop fort. Et dans le cas de certains systèmes, plutôt que d'avoir un degré comme le degré du polynôme, dans certains systèmes, on peut avoir une espèce d'approche continue sur la force ou la puissance qu'on va donner à notre système. Par exemple, certains systèmes s'entraînent à travers le temps et on peut décider d'arrêter l'entraînement à un certain moment donné. Et ce qu'on va se rendre compte, c'est que l'erreur de notre modèle va diminuer par définition parce que tous ces systèmes-là, ce sont des systèmes d'optimisation. Et ces systèmes d'optimisation-là, presque tous ceux qu'on va utiliser dans le cours, ce sont des systèmes qui améliorent toujours à chaque étape la solution qu'on obtient. Mais ici, c'est amélioré en fonction des données qu'on possède. Si on décidait, par exemple, et vous allez voir que c'est ce qu'on va faire, on va prendre cette décision-là toujours, de garder un certain nombre de données qu'on n'utilisera pas pour entraîner le système. Ben, ça nous permet de voir comment le système se comporte sur des données qu'il n'a jamais vues. Et donc, on peut tester sa capacité à généraliser. Et ce qu'on observe, c'est une courbe du genre qu'on voit ici. Le système va au départ s'améliorer, quoique en étant supérieur sur les données qu'on lui donne que sur des données qu'il n'a jamais vues. Mais éventuellement, ce qui se passe, c'est que le système va commencer à, d'une certaine façon, apprendre par cœur les données, va commencer à focuser sur des caractéristiques qui sont tout à fait sans importance, qui sont finalement le fruit du hasard, du fait qu'ils sont présents dans nos données, et ce qui va faire que l'erreur va continuer à diminuer parce que ces trucs bizarres qui apparaissent dans les données sur lesquelles le système s'entraîne sont bien réels dans ces données-là, mais elles ne présentent pas aucune réalité concrète sur la distribution statistique générale. Et donc, éventuellement, on va avoir que l'erreur de généralisation va augmenter. Ne vous inquiétez pas, on va discuter tout ça plus en détail. Donc, quelques termes un peu plus techniques. L'apprentissage, ça va être le processus qui nous permet d'obtenir les paramètres de notre modèle. Et la raison pour laquelle on appelle ça un apprentissage, c'est que dans certains cas, premièrement, c'est un apprentissage parce que le système va être optimisé en fonction d'exemples. Et si, par exemple, ce qu'on a, c'est un système qui prend des décisions, ben, le système va apprendre à prendre des décisions en fonction des données. Mais on peut aussi voir ça parce que dans certains systèmes, il va y avoir un processus d'optimisation où on va avoir, plus on a de travail, meilleure va être la capacité. En réalité, plus on a d'exemples, meilleure va être
la qualité de notre système. Donc, c'est tout à fait légitime de parler d'apprentissage, même si on ne parle pas nécessairement d'intelligence ou d'intelligence artificielle. La capacité d'un modèle, ça va être finalement sa complexité telle que réalisée en pratique, ou si vous voulez, sa capacité à apprendre par cœur les données. Le temps d'entraînement, ça va seulement être pertinent dans des systèmes où l'optimisation peut être arrêtée à n'importe quel moment et qu'on réalise qu'en pratique, on doit arrêter avant que le système commence à se détériorer. Et la régularisation, ça va être des obstacles qu'on va donner à notre système d'optimisation pour l'empêcher de focusser sur des choses insignifiantes et avoir une meilleure généralisation. Lorsqu'on va vouloir mesurer la validité, par exemple la validité d'une prédiction, ici je vais me concentrer sur des prédictions binaires où on va avoir un positif ou un négatif. En réalité, on va même simplifier davantage en disant qu'il s'agit d'un patient malade ou sain. Et là, on va avoir, dans ce cas-là, étant donné que c'est binaire, on n'a pas une infinité d'erreurs possibles, on va avoir ou bien un vrai positif lorsqu'on déclare malade une personne qui est effectivement malade, un vrai négatif lorsqu'on déclare sain quelqu'un qui n'est pas malade, mais on aura un faux positif ou un faux négatif, deux erreurs qui ont un impact en général extrêmement différent sur le patient. Et donc, deux types d'erreurs qui auront aussi dans notre domaine, en général, même si on ne parle pas du domaine médical, qui vont être parfois traités de façon différente. Donc, la sensibilité du test, OK, on peut dire aussi sa sélectivité, mais disons la sensibilité, c'est sa capacité de reconnaître le problème lorsqu'il existe, de déclarer positif un élément testé qui est positif. Donc, on parle de sensibilité et c'est vraiment pas la précision. Faites attention, il y a toutes sortes d'erreurs qu'on peut faire. Par exemple, un test pourrait être hypersensible et vraiment là, toujours dire oui. Cette hypersensibilité qui dit toujours oui va faire que le test va avoir une excellente sensibilité. Il va toujours dire oui lorsque la personne est effectivement malade. Bon, le problème, vous le voyez, c'est que le test ne sera pas spécifique. C'est un peu l'opposé de la sensibilité. Le test va aussi être positif lorsque la personne n'est pas malade. Et donc, la spécificité, ça va être la capacité du système de répondre non lorsque, finalement, l'hypothèse ne se vérifie pas. Et on va voir plus tard que la F-mesure, ça va être une moyenne harmonique qui va nous permettre de, dans un contexte où on donne la même valeur aux deux erreurs, de pouvoir parler, finalement, d'une sorte de précision. Et donc là, ici, on voit les différentes possibilités. On a les vrais positifs, on a les positifs qui ne sont pas testés, donc les faux négatifs. On a les vrais négatifs pour lesquels la réponse est non, mais on a aussi les faux positifs parce que ce sont des négatifs. Et là, on va avoir aussi la précision et le rappel. OK? Donc, la précision ici, ça va être parmi tous ceux qui sont positifs, hein, et donc on parle ici des vrais positifs et des faux négatifs, quels sont ceux qui sont effectivement positifs? Vous voyez la fraction qui est décrite à côté de précision. Et le rappel, ce n'est pas le contraire. Ces deux mesures-là sont pertinentes. On n'aura pas une formule bête comme la précision, c'est 1 moins le rappel. Pas du tout. On veut les deux valeurs.
Le rappel ici, ça va être la proportion d'éléments qui sont positifs parmi tous les éléments qui devraient l'être. Bon, une façon plus détaillée de parler de la sensibilité d'un test, c'est de donner la courbe ROC. Ici, la courbe ROC, ça va être dans un contexte où on peut faire varier la façon dont le test réagit. J'ai failli dire on peut faire varier la sensibilité. Oui, indirectement, on va faire varier la sensibilité. Et donc, si vous avez, par exemple, un détecteur d'empreintes digitales, on pourrait penser que à l'intérieur de l'algorithme, il va y avoir un certain nombre de paramètres, de tolérance aux erreurs, de moyenne, de comparaison, un certain nombre de seuils, etc., pour pouvoir répondre « oui, j'accepte cette empreinte-là comme étant celle de l'usager ». Et lorsqu'on joue avec ces paramètres-là, qu'est-ce qu'on va faire? Bien, on va être capable d'avoir un système qui va, par exemple, faire moins de faux positifs ou moins de faux négatifs. Et donc, la courbe ROC qu'on voit ici, c'est les meilleures valeurs qu'on obtient lorsqu'on compare les vrais positifs et les faux positifs. Et cette courbe-là, elle devrait être au-dessus de la ligne là, droite qui est à 50%. Et on va même vouloir étudier l'air sur cette courbe-là parce que si la courbe occupait tout l'espace à gauche, on aurait vraiment un cas où le système est absolument parfait.